Comme ça, c'est mieux, non? Oui, voilà. excellent, c'est parfait. Donc, la page Voilà. 52, tout en haut, commence au milieu de la phrase. Je vous lis le début de la phrase. L'accueil d'autrui est ipso facto la conscience de mon injustice. C'est fort, hein? L'accueil d'autrui, on a vu que c'était le début de la conscience morale, que c'était l'événement, la signification d'une rencontre. L'accueil d'autrui est ipso facto. Donc, automatiquement, ça veut dire, immédiatement, l'accueil d'autrui est la conscience, la découverte de mon injustice. La découverte de la honte que la liberté, page 59, éprouve pour elle-même. La honte que la liberté, 59, éprouve pour elle-même. On avait largement développé dans les pages précédentes cette honte que j'ai de me découvrir capable de tuer. Ligne 59 tout en haut, ligne 1, si la philosophie consiste à savoir, voilà le fameux savoir, le mot savoir, qui ici est rectifié. Évidemment, l'évidence aurait dû mettre connaître, mais il ajoute au mot savoir l'adjectif critique, ce qui le met sur la bonne voie pour rejoindre cette connaissance. Je le lis. Ligne 1. Si la philosophie consiste à savoir, mais d'une manière critique, ah bon, c'est-à-dire à chercher un fondement, à sa liberté, à la justifier, elle commence alors cette philosophie, c'est-à-dire l'évidence, elle commence avec la conscience morale où l'autre se présente comme autrui et où le mouvement de la thématisation, de la maîtrise s'inverse. S'inverse. Ce n'est plus moi qui parle, c'est lui qui parle, c'est l'autre qui parle, qui passe avant moi. C'est un espèce de résumé de tous les villages que je viens de vous lire là. Je vous résume la page 52, puisque nous allons bientôt passer à la page 60. Devant la honte d'une liberté capable de tuer, mais capable de se critiquer, devant cette question, Lévinas donne sa piste à lui, c'est autrui qui peut arrêter mon impérialisme natif. Mon impérialisme figure à la ligne 16. L'impérialisme du moi libre, que Lévinas peut défendre à tout prix, mais qui dérape lui aussi. Autrui peut arrêter l'impérialisme du moi libre, peut arrêter libre mais qui dérape. Le honte peut arrêter l'impérialisme de mon industrie de transformation, j'avais appelé ça. Tout ce que je contacte, je l'intègre, je le transforme en moi, c'est ça la liberté, mais il y a toujours liberté avec un mais, puisque c'est ipso facto une honte aussi. C'est autrui qui peut arrêter l'impérialisme de ma manière de posséder, dit le texte, de posséder, de nier l'autre finalement, de le dominer, de l'intégrer. L'autre, autrui arrête mon impérialisme avec son cri, son premier cri, au moment où le visage apparaît. Ne me tuez pas, dit-il, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, autrui arrête mon vouloir vivre naïf, ligne 20, mon élan simplement vital, biologique qui est dangereux. Le ne me tuez pas instaure une critique, il dit ne me tuez pas, il m'oppose un refus. Le ne me tuez pas impose à mon élan biocentré une mise en question. Le mot mise en question revient 4 ou 5 fois cette page, comme l'indice de la critique, c'est-à-dire du premier pas vers l'humain. Le cri du visage impose à mon élan biocentré une mise en question, refrain, impose à mon impérialisme une exigence, au contraire, ligne 25, exigence. Le cri d'autrui impose à mon attachement à moi, ligne 24, un recul, un grand mot,
le mot recul, le dernier mot de la ligne 21, non, la ligne 22. Un cran d'arrêt à mon élan arbitraire et qui peut faire des morts, comme hier à la ville de Trèves, qui fait des morts tous les jours. C'est pas de la littérature. Comment nous avions une parenthèse qui durait toute une page, qui va durer toute une page. Lévinas va y parler des philosophies de la nature dans laquelle se dissout cette liberté, ce moi hyper précieux que Lévinas entend sauver. Je mets à égalité liberté et moi. On a vu le chaînon, la manière de les raccorder, je l'ai trouvé chez mon maître en philosophie, Jean Habert, qui appelle la liberté la causalité du moi. Ce que je fais moi, ça c'est libre, tout simplement parce que je le fais. Rappelez-vous, pour Lévinas, la liberté, ligne 15, ligne 16, c'est ce qui se possède et se domine. Et à la page suivante, il dira, la liberté, c'est une possibilité de rompre et de commencer. C'est à la page 60, ligne 27-28. Liberté à sauver à tout prix, non pas à tout prix, une liberté qui, en laissée à elle-même, fait des dégâts, des morts, et c'est cela qu'il faut aussi éviter. Affirmer la liberté et ses limites, c'est le thème de ce matin. Je résume la page 60, je résume d'autant plus volontiers que tout le monde ne dispose pas du texte. Heureusement, je vous présente mes excuses. J'ai envoyé les pages 60-63 à notre ami Luc avec retard. La chose m'avait échappé, c'est ma faute, si bien qu'elle ne fait pas partie ces 2 pages ne font pas partie du dossier, mais je vous la lirai, nous allons la lire ensemble, vous verrez, c'est pour une fois relativement compréhensible. À la page 60 que nous allons commencer, je vous donne le programme, Lévinas cherche un moi libre, cherche à défendre la liberté et la valeur du moi, c'est-à-dire libre de manière valable, c'est-à-dire de manière critique. Nous allons voir, critique veut dire capable de remonter à sa condition, c'est-à-dire de remonter à autrui, capable d'un savoir, mais d'un savoir critique, pas le savoir d'objet simplement, un savoir qui, conscient de ses limites, va chercher autre chose. Un savoir, disait-il à la Piratine, un savoir comme accueil d'autrui. C'est exactement cela, la connaissance. Donc, un savoir critique qui réalise, qui se rend compte, un savoir réaliste, qui se rend compte qu'il n'est pas ce monde que spontanément il possède et utilise, une liberté, un savoir qui se rend compte qu'il ne s'est pas fait lui-même, qu'il y a un avant-soi. Page 60, ligne 34-35, il y a un avant-soi. Bref, je résume ce résumé. Lévinas affirme un moi libre, c'est-à-dire, paradoxe, série de paradoxes, un moi libre, c'est-à-dire indépendant et dépendant, ligne 60, ligne 10, 13. Indépendant et dépendant, autonome et en relation. Un moi, tenez-vous bien, un moi athée, le mot reviendra plusieurs fois, on n'a pas besoin de Dieu, et un moi athée, notez bien, et créé, ligne 18, page 60. Créé, donc à la fois athée et créé. Mais dans ce mot créé, il faut le comprendre comme faire exister quelque chose. Le peintre qui met des couleurs sur sa toile, il fait exister un tableau. C'est merveilleux, c'est extraordinaire, mais on n'a pas besoin de Dieu là-dedans. Dans cette page, si Lévinas y parle de créer, c'est sans allusion chez lui à Dieu. Vous en faites ce que vous voulez.
Lévinas n'en a pas besoin. Ça me rappelle la fameuse réponse de l'astronome Laplace à Napoléon, si je ne me trompe. Un astronome fait du bon travail sans avoir besoin de Dieu. On fait de la philosophie chez Lévinas sans avoir besoin de Dieu, même si pour sa part, la question est plus couverte. Donc un moi à la fois athée et créé, va-t-il nous dire, un moi liberté qui est maître, un moi maître chez soi, et justifié, sauvé grâce à un maître. Un moi qui est maître chez soi et qui n'est justifié que grâce à un maître, maître avec une majuscule, justifié en écoutant ce maître, c'est-à-dire en refusant de tuer ce maître, c'est celui qui crie, ne le tuez pas. Maître chez soi est justifié grâce à un maître, capable, dira Lévinas à la ligne page 61, alors ligne 22, capable de recevoir une révélation. La révélation, c'est ne me tuez pas. Si je pensais à ça, moi, tout ce qui me gêne, j'élimine, dit tout le monde animal, capable de recevoir une révélation proprement humaine, capable de se mettre en question, refrain réitéré plusieurs fois cette page-ci. Je lis maintenant, 59 en dessous, les 3 dernières lignes, donc les 4 dernières lignes, dans les philosophies de la nature qui veulent sauver la liberté en la justifier, puisqu'elle est arbitraire et tueuse, la justifier en la mettant dans l'ensemble du cosmos de la nature qui justifie cette liberté. Dans cette opération des philosophies de la nature, Lévinas constate que, ligne 36, l'opposition du moi et du non-moi s'évanouit là-dedans. Donc le moi est dissous. L'opposition moi et non-moi, il n'y a plus. Il n'y a plus que des lois qui fonctionnent éternellement. S'évanouit, le moi s'évanouit au sein d'une raison impersonnelle, universelle et impersonnelle qui donne des boutons à l'évidence. La liberté, alors, dans ce cas-là, dans cette philosophie-là, je dis, la liberté ne se trouve pas maintenue, mais se ramène au reflet, simple reflet d'un ordre universel. Je suis une marionnette d'un ordre universel, un pion, un figurant, ordre universel, je lis, lequel se soutient et se justifie tout seul. C'est l'univers qui est là et comme il est, et il n'a pas besoin d'être justifié, ainsi que le Dieu de l'argument ontologique. Ici apparaît Dieu, mais c'est une citation de Descartes. Juste après le texte que je vous ai lu chez Descartes, il l'utilise, sans le nommer, mais montrant qu'il le connaît, il utilise l'argument ontologique que je pourrais vous expliquer, mais nous avons déjà du retard sur la lecture du texte. Donc, je vous parlerai de ce classique de la philosophie qui s'appelle argument ontologique tout à l'heure, si nous en avons le temps. Donc, au bas de la page 57, la liberté apparaît comme un simple reflet, une simple illusion. Je tourne la page et j'arrive page 60, si Luc veut bien. J'ai donc un petit souci technique. J'ai un petit souci technique. La page 60 arrive. Ok, qu'elle soit la bienvenue. Voilà, j'ai dû la refotographier, c'est bizarre. Et je vais la récupérer sur mon mail. Un petit instant, on y est presque. Voilà. Encore un petit instant, voilà. Elle devra être ici certainement. Allons. Pourquoi l'ordinateur est lent ce matin? En général, c'est lorsqu'on a besoin d'aller vite que le temps nous paraît interminable. Oui, tout à fait.
Nous y sommes. Voilà, je vois page 60. Voilà, j'espère que ce sera suffisamment net. Voilà donc la page 60, si elle veut bien, mais non. Non, je ne la vois pas. Oh là 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 là. Pourtant, elle est bien là. Ah, Yvon nous avait quittés. Yvon n'est pas là. Non, non, mais il revient, il revient. Je dis quand même. Voilà. Oui. Voyez-vous? Voilà. Le Là, privilège, voilà. excellent. Elle est Voilà. parfaite. Un peu plus grand serait encore mieux, mais c'est déjà l'idée. Merci, Luc. Voilà, de rien, de rien. Donc, Lévinas vient de parler d'un ordre universel, d'une raison impersonnelle générale, et il l'enclenche en disant, 60 ligne 1, ce privilège de l'ordre universel de se soutenir et de se justifier, qui le situe au-delà de l'œuvre encore subjective de la volonté cartésienne, ce privilège constitue la dignité divine, soi-disant divine, de cet ordre. Le mot ordre met Lévinas en boule, évidemment. Le savoir dans ce cas-là, le savoir chez ces tristes philosophes de la nature, le savoir serait la voie où la liberté dénoncerait sa propre contingence, où elle s'évanouirait finalement dans la totalité. Un mot sur cette totalité. La philosophie traditionnelle est souvent présentée comme une synthèse cohérente, ce qu'on demande alors à la philosophie. Une synthèse qui devrait tout expliquer et mettre toute chose à sa place, moi y compris, moi, vous vous rendez compte, moi à ma place, moi classé, rangé, neutralisé, dira Lévinas, je suis thématisé comme si j'étais un objet, je ne suis plus qu'une marionnette. D'où le sursaut de Descartes, un sursaut qui fera fortune, mais que lui-même n'a pas exploité. Je pense, donc je suis là, je ne suis pas n'importe qui, qu'on en tienne compte, s'il vous plaît, tandis que lui-même va, à partir de là, construire, à partir de ce principe, construire, comme l'autre philosophie, un système qui justifie tout. D'où le petit sursaut, donc le moi devant ce moi réduit à l'état de marionnette, un petit sursaut chez Descartes, un grand sursaut chez Lévinas contre cet ordre universel et contre toute participation. Participation, c'est à la page suivante, ligne 9 et 32, une participation où le moi est noyé dans l'impersonnel. Il faut savoir que Lévinas, à travers toute son œuvre, et chez tout son personnage, refuse viscéralement tout système totalisé. Pour lui, totalité rime avec totalitaire, d'où le titre, du livre que nous sommes en train de lire, qui s'appelle Totalité et infini, l'infini par opposition à la totalité qui supprime le moi et sa liberté. Nous étions à la ligne 5. Page 60, ligne 5, après le mot totalité, cette voie, cette philosophie de la nature,
dissimule en réalité l'antique triomphe du même sur l'autre, le même le moi, l'autre l'extérieur. Si la liberté cesse ainsi de se maintenir dans l'arbitraire, oui, c'est gagné, de la certitude solitaire de l'évidence, ça c'est arbitraire. Si, je relis, si la liberté s'insiste de se maintenir dans l'arbitraire, et si le solitaire s'unit à la réalité impersonnelle du divin, de l'ordre divin, le moi disparaît. Dans cette sublimation, perdu ce moi, c'est une catastrophe. Or, ligne 9, pour la tradition philosophique de l'Occident, toute relation entre le même et l'autre, le même moi, l'autre l'extérieur, toute relation entre le même et l'autre, quand elle n'est pas affirmation de la suprématie du même, se ramène à une relation impersonnelle dans l'ordre universel. Quatrième fois qu'il nous dit que la liberté est dissoute. La philosophie elle-même, alors, s'identifie avec cette substitution. Il annonce une substitution, mais il y en a trois en fait. Ce sont trois têtes de chapitres qui sont très forts. Il se donne une série d'applications de sa propre vision des choses. Cette philosophie de la nature s'identifie avec, donc opère la substitution d'idées aux personnes, remplace les personnes par des idées. Point d'exclamation, triple point d'exclamation. Remplacer des personnes par des idées. Vous vous rendez compte? Des idées qui sont d'ordre du savoir, dont on parlait là tantôt, qui sont un simple souvenir d'une expérience, qui sont le résultat d'une définition. Et on remplace les personnes par des idées de ce genre-là. Il y a là derrière une critique virulente, évidemment, du platonisme avec son monde des idées. Pour Lévinas, rappelez-vous, page 38, c'est la présence de l'extériorité, la présence de la personne qui fait l'événement, qui fait la signification d'une rencontre. Au contraire, cette philosophie-là, ligne 13, opère la substitution d'idées aux personnes, substitution du thème à l'interlocuteur, du thème, de l'objet dont je parle, du simple discours que je prononce à propos de choses neutres et hors de moi. L'interlocuteur ici est remplacé par un thème, par une définition, pour tout dire. Et troisième confusion, substitution, ligne 14, substitution de l'intériorité du rapport logique, simplement logique, une manière de tourner à l'intérieur de mon cerveau, substitution de l'intériorité du rapport logique à, du rapport pensé à l'extériorité, l'événement tonitruant de l'extériorité de l'interpellation de l'autrui qui m'interpelle et que j'accueille ou pas. Enterrement de première classe pour les philosophies de la nature. L'enterrement continue. Les étangs, ligne 15. Les étangs se ramènent au neutre, voilà le mot, le neutre. Ni masculin, ni féminin, ni personnel, ni rien d'autre, neutre comme des objets. Les étangs dans ces philosophies se ramènent au neutre de l'idée, de l'être, du concept. Ouais, stop. Terminé pour ces philosophies de la nature, mais alors Lévinas refait surface à cette ligne 16. Il va parler de nous, mais ce nous, c'est Lévinas. Je lis ligne 16 à la fin. C'est pour échapper à l'arbitraire. Vous voyez, on reprend le problème du début. Une liberté qui est merveilleuse, mais qui dérape. C'est pour échapper à l'arbitraire, le dérapage de la liberté, à sa disparition dans le neutre. Ça, c'est dire que nous, Lévinas, avons abordé le moi comme athée. Stop. Pas besoin de Dieu. Virgule, il n'y a pas de virgule. Athée et créé. Libre, c'est ça qu'il appelle libre. La liberté, c'est donc le paradoxe d'un athéisme dans lequel il y a une création.
il faut comprendre le mot créer, je vous l'ai dit là tantôt, comme simplement faire exister. C'est l'accueil d'autrui qui me fait exister comme humain, qui me met sur la voie de la justice. Cet accueil est une création, moi créée par cette rencontre. Ça veut dire, athée et créé, il explique une première fois, c'est-à-dire libre. Athée, libre, maître chez lui, n'ayant pas besoin de Dieu, libre, mais libre et critique qu'on avait vu, libre mais capable de remonter en deçà de sa condition. C'est-à-dire de remonter devant autrui. C'est là que l'humanité a commencé à apparaître, à se former devant un autrui qui ne se livre pas à la thématisation, à l'objectivation, à la définition et à la conceptualisation, point. Conceptualisation d'autrui, évidemment, mais le mot est de trop là, on peut le mettre entre parenthèses. De même que je vous propose de corriger à la ligne 19, où il dit remonter en deçà de sa condition, c'est une redondance, c'est une faute de rédaction. Il s'agit simplement de remonter à sa condition, pas en deçà de sa condition. La condition est en deçà. La condition, c'est la cause. C'est la condition de, grâce à laquelle je suis là, en deçà et excessif. Je relis cette phrase, donc, un mois, ligne 18, un mois, athée et créé. Libre donc, victoire, Lévinas affirme la liberté, mais, une liberté avec un mais capable de remonter à sa propre condition, c'est-à-dire devant autrui. Autrui qui, lui, ne se livre pas à la thématisation, à la conceptualisation, à sa définition, autrui, évidemment, d'autrui. Et puis, deux lignes où vous avez un résumé de Lévinas, lignes 21 à 22. Vouloir, comme je le veux, c'est le vouloir de Lévinas. Vouloir échapper à la dissolution dans le neutre, dans la nature et son ordre. C'est ce que je viens de faire, dit-il. Vouloir échapper à la dissolution du moi dans le neutre. Vouloir poser le savoir comme un accueil d'autrui. Voilà ce que j'ai fait. Cette opération-là, il ajoute. Donc, je mets un stop après le mot autrui de la ligne 22. Ceci pour indiquer le résumé de la dizaine de mots qui précèdent. Et ensuite, il continue sur cette affirmation qu'il vient de résumer. Ce que je suis en train de faire en refusant la filature, ce n'est pas, mais en parlant de créer, bien sûr, qui doit mettre certaines personnes en émotion, ce n'est pas une pieuse tentative de maintenir le spiritualisme d'un Dieu personnel. Ce n'est pas ça que je fais. C'est la condition du langage. Tout simplement. Je n'ai pas besoin de Dieu, je vous parle de ce qui est nécessaire pour qu'on puisse se parler, pour qu'il y ait une rencontre avec l'extériorité. C'était déjà l'affirmation de la page 38. Rappelez-vous la signification forte, le sens d'un discours, c'est la rencontre d'une extériorité. C'était page 38, ligne 4 à 6. Ce n'est pas, donc le langage n'était pas seulement de l'information ou un comportement ordinaire parmi mes comportements habituels, non. Le langage, c'est, disait la page 38, c'est une relation originelle, basique, tout à fait au début de l'humain. Le langage est une relation originelle avec l'être extérieur, avec la personne, mon interlocuteur. L'être extérieur, c'est-à-dire présent et lointain, bien présent, mais tout autant lointain, disait la ligne 15, page 38. Un être extérieur, une personne extérieure, présente et respectée dans sa distance, dans sa différence à nos vues, dans son indépendance. Il s'agit d'un être étranger et qu'il reste, un étranger qui est pour lui-même, de son côté, qu'à tantôt,
disait la page 39. Je suis donc en train, non pas de vous glisser subrepticement à Dieu, le Dieu traditionnel, je suis en train de vous parler de la condition du langage, ligne 23-24. La condition du langage, la condition pour qu'on puisse se parler, parler vraiment, parler avec quelqu'un d'autre, d'extérieur. Sans ça, si vous ne percevez pas, comme moi, Lévinas, le langage comme cet événement formidable d'une rencontre avec un extérieur, sans cela, sans cette manière de voir là, le discours philosophique, le langage philosophique, il perd son sel. Le discours philosophique lui-même n'est qu'un acte manqué, je suis à la ligne 25, si ce n'est pas un événement énorme, le discours philosophique devient un acte manqué prétexte à une psychanalyse ou à une philologie ou à une sociologie ininterrompue, sans fin, on peut en dire tout ce qu'on veut, le ramener à peu de choses, indéfiniment, où l'apparence d'un discours s'évanouit. Donc, non seulement le discours disparaît, mais même l'apparence d'un discours s'évanouit. Un discours personnel, bien sûr, un discours valable, s'évanouit dans le tout, le fameux tout, l'ordre universel dont je ne suis plus qu'un reflet. Au contraire, chez Lévinas, parler suppose une ligne 27, là, à la fin, parler suppose une possibilité de rompre et de commencer. Parler est le fait de quelqu'un de libre. Lévinas affirme à travers tout la liberté du moi. Et il se résume lui-même à la ligne suivante. Poser, ligne 29. Poser le savoir, attention, le savoir critique, bien sûr. Poser le savoir comme l'existé même de la créature, le savoir par lequel je découvre, je ne commence pas par moi-même. Poser ce savoir-là comme l'existé même de la créature, comme remonter au-delà de la condition vers l'autre qui le fonde, c'est se séparer de toute une tradition philosophique, etc. Ce lignes 29 et 30 sont un re-résumé de tout ce passage. Il s'agit donc de comprendre le savoir comme plus que du savoir, un savoir qui va déboucher sur la connaissance d'un extérieur. Le savoir alors devient l'existé même de la créature, la rencontre décisive de mon humanité commençant, une remontée, là je corrige Lévinas avec sa permission, une remontée à la condition, à sa condition, une remontée au-delà de la condition. La condition est au-delà, c'est pas la peine de lire, c'est de nouveau une redondance comme un peu plus haut là-bas. Je relis cette phrase donc en corrigeant. Poser le savoir, ligne 29, poser le savoir comme l'existé même de la créature, libre et en relation. Le savoir comme remonter à la condition, à sa condition, vers l'autre qui fonde. En faisant ça, je me sépare, je suis en train de me séparer, ligne 31, je suis en train de me séparer de toute une autre tradition philosophique qui cherchait en soi, pour la ligne de Descartes, qui cherchait dans le moi tout seul, ici, et il inaugure une nouvelle piste pour sauver le moi qu'il va critiquer aussi, une tradition philosophique qui recherchait en soi le fondement de soi, qui cherchait dans le moi humain, le soi humain, le fondement de ce moi et de sa liberté. Mais en dehors, donc, Lévinas aussi va chercher sa réponse chez l'autre, dans la personne, mais ici, cette piste contemporaine, avec quelques allusions à Sartre, elle le fait, elle pratique elle recherche le fondement de soi en dehors, en oubliant des opinions hétéronomes, en oubliant les réactions de l'autre qui sont hétéronomes. L'autre m'enseigne, c'est-à-dire me heurte. Il m'apporte ce qui ne vient pas de moi. Il n'est pas dans la ligne de mon autonomie d'abord, mais
il est hétéronome. Autonomie, je me donne à moi-même ma loi, ma justification. Hétéronomie, ma justification, ma loi vient de l'autre. Et c'est ça l'évidence, bien entendu, et non pas le moi qui se justifie lui-même. Le moi, chez l'évidence, est justifié par l'autre, comme on l'a vu et comme on va le voir. Nous pensons, au contraire, que l'existence, je suis à la ligne 32 à la fin, nous pensons, nous les Lévinas pensons, que l'existence pour soi, la simple conscience, n'est pas le dernier sens du savoir. Le savoir critique va plus loin. Le vrai savoir, n'est-ce pas, savoir critique. L'existence du choix n'est pas le dernier sens du choix, mais bien quel est le sens dernier du savoir, là où on espère qu'il arrive, c'est à quoi sert ce savoir critique, c'est la remise en question de soi, au contraire. Donc, au lieu de s'appuyer sur le moi pour dire je suis là et je suis solide, pour sauver la liberté, non. Le vrai sauvetage de la liberté, c'est la remise en question de soi, de moi. Le retour vers l'avant-soi. Au début de la page 59, il parlait d'une inversion. Ce n'était plus moi qui parlais, mais l'autre. Eh bien, il appelle cette inversion ici le retour difficile, le retour critique vers l'avant-soi, c'est-à-dire en présence d'autrui. La présence d'autrui, ligne 35, la présence d'autrui est hétéronomie. L'extéronomie, donc, c'est un autre mot pour dire extériorité. Ça ne vient pas de moi. La présence d'autrui ne heurte pas la liberté chez Lévinas. Ne la heurte pas, elle a l'air de la heurter, mais c'est pas vrai. Elle l'investit, c'est-à-dire, je dirais, elle l'envahit, mais pour l'agrandir. La présence d'autrui m'envahit pour me grandir, pour me rendre humain, pour me permettre d'échapper à la honte, le mot suivant, à la honte d'une liberté qui fait n'importe quoi. L'autre, l'hétéronomie d'autrui, la présence d'autrui envahit le moi pour le grandir, pour le rendre responsable, pour le nourrir, je dirais. Et l'exemple le plus fort est celui, évidemment, de la princesse qui m'envahit, qui est totalement hétéronome, et grâce à laquelle je me sens plus libre que je ne l'ai jamais été. Totalement envahi, totalement libre. Ça, c'est l'évidence. Donc, la présence d'autrui, ligne 35, la présence d'autrui, hétéronomie privilégiée, précieuse entre toutes, privilégiée. Cette présence d'autrui ne heurte pas la liberté, mais l'investit. Elle donne l'impression de heurter, en fait, c'est l'inverse. Elle l'investit, elle nourrit et la magnifie. La honte, là voilà notre honte de la page 56, je pense. La honte pour soi, la présence, le désir de l'autre, l'accueil de l'autre, ne sont pas la négation du savoir critique. Le savoir est leur articulation même, hein, à condition que ce savoir soit corrigé par son autocritique. L'essence de la raison, prend la raison comme caractéristique humaine traditionnelle sans insister, donc le mot raison ici pour dire le propre de l'humain, je lis à l'avant-dernière ligne, page 60, l'essence de la raison ne consiste pas à assurer à l'homme un fondement impersonnel, un fondement dans un ordre qui l'écrase et le dissout, un fondement immobile, un fondement acquis une fois pour toutes. Je relis bas de la page 60 et je vais demander à notre ami Luc de bien vouloir nous afficher la page 61, si c'est possible. Patience. Je vais arrêter après ça. Parce que ça devient dur.
On peut peut-être faire le break maintenant. Il est plus fort, t'as pas entendu. On peut peut-être faire l'interruption maintenant. Nous pouvons faire l'interruption, comme ça je Oui, programme ok, les 3 alors. prochaines pages à mon aise, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr, bien sûr. 5 minutes pour respirer. Merci, Luc. À de suite. À tout de suite. Voilà, nous reprenons l'enregistrement. Je vais refaire le partage. Là, je pense que oui. Voilà, Voilà. on y va. Il y a une On y page. va. Oui, Voilà, voilà. nous y sommes. 61. Bon, Merci, c'est Luc. Merci, merci. Je fais la soudure avec le bas de la page 60. Je vous rappelle qu'il s'agit de sauver la liberté, mais sans illusion, une liberté critique qui se rend compte de ses relations nécessaires, dépendantes, dans l'indépendance. Le bas de la page 60 disait l'essence de l'arrêton. Donc, disons, il prend les termes classiques, il veut dire le propre de l'humain. Le propre de l'humain, disait le bas de la page 60, j'arrive à 61, le propre de l'humain, l'essence de la raison, ne consiste pas à mesurer à l'homme un fondement. Il faut ajouter au mot fondement le mot impersonnel, il fait allusion à l'ordre universel décrié plus haut. Ne consiste pas, donc le principal, ce n'est pas de mesurer, de donner à l'homme un fondement impersonnel et mobile, et des pouvoirs, c'est l'allusion à l'autre piste qui cherche un fondement dans le moi lui-même, par lui-même. Non, ce n'est ni l'un ni l'autre, ni noyer l'homme dans la nature, ni le magnifier à lui tout seul comme s'il était tout seul, mais, page 61, ligne 1, quel est le principal de l'humain? C'est le mettre en question, mettre l'homme en question, et l'inviter à la justice, signé et là. Oui, ça il faut dire. La métaphysique. Alors attention, la métaphysique, on en a parlé la semaine passée, ce n'est pas la métaphysique décriée par Kant. Kant, avec qui Lévinas a de grandes affinités, on le connaît. C'est la métaphysique, son Lévinas, c'est-à-dire, j'ai appris ça la semaine passée, la métaphotographie. C'est non pas imaginer des arrière-mondes en plus d'une autre, mais creuser dans notre monde, creuser dans notre expérience, le dedans de l'expérience, le dedans du visage, l'apport inépuisable de chaque visage. Ça, c'est la métaphysique, la métaphotographie, creuser au-delà du carton photographique. La métaphysique à la Lévinas, ligne 2. La métaphysique ne consiste pas dès lors à se pencher sur le pour-soi du moi isolé, pour rechercher un terrain solide pour une approche absolue de l'être humain ici. La bonne métaphysique, ce n'est pas, je continue à la ligne 4, la bonne métaphysique, la bonne philosophie, c'est le Lévinas. Ce n'est pas dans le connais-toi toi-même, devise de plusieurs philosophes en Grèce, ce n'est pas dans le connais-toi toi-même, toi tout seul, que se poursuit la démarche ultime, la démarche proprement humaine, non. C'est autre chose, on l'a dit 5 fois. Et alors il fait une remarque, ligne 5, le connais-toi toi-même, je ne critique pas ce connais-toi toi-même de la philosophie grecque pour une mauvaise foi qu'il y aurait là-dedans. Ligne 5 vers la fin, non pas que le pour soi, le moi tout seul, soit limité ou de mauvaise foi, mais, Lévinas maintenant, parce que par lui-même, le moi n'est que liberté, c'est-à-dire arbitraire et injustifié. Et dans ce sens, haïssable. Tiens, le moi est haïssable, ça tombe bien. Il est moi, c'est-à-dire égoïsme. Je vous ai proposé l'autre jour de remplacer le mot égoïsme par biocentrisme, ce qui est moins moralisateur et montre le caractère inévitable, nécessaire, moral déjà, si j'ose dire, de la chose. Je dois m'occuper de moi-même, je dois être centré sur moi-même, sinon je ne serai pas vivant. Et comme je suis un vivant, je dois d'abord vivre et l'humain sera greffé là-dessus, sur cette base-là. Mais cette base-là est
Dangereuse, c'est elle qui est capable de tuer, et qui en devient haïssable. La liberté devient honteuse, haïssable, elle devient égoïste. Ligne 8. L'athéisme, cher à Lévinas, qui se dit d'abord athée. L'athéisme nécessaire, l'athéisme par lequel il faut passer, mettre le moi dans son indépendance, dans sa liberté réelle. L'athéisme du moi marque la rupture de la participation. Participation, noyade dans le tout, dans le grand ordre universel, noyade dans la totalité. Stop. L'athéisme du moi marque la rupture de la participation. Là, je ne suis pas un morceau du tout, je ne suis pas seulement une marionnette. Et donc, rupture, ligne 9, rupture de la participation, refus par Lévinas de la participation, qui traverse toute la philosophie occidentale. Et alors là commence toute autre chose. Je me suis arrêté après le mot participation, il faut mettre un grand stop là, parce que sans nous avertir, Lévinas parle de toute autre chose. C'est-à-dire, il va préciser quel est cet athéisme, mais il ne nous avertit pas. Je relis ligne 9. L'athéisme du moi marque la rupture de la participation et, par conséquent, la possibilité de se chercher une justification. Donc, je refuse une participation, mais pas isolement. Je ne vais pas me mettre à fonctionner sur moi tout seul, à moi tout seul. Par contre, en refusant cette participation, voici ce que moi, Lévinas, je cherche, ligne 10, je cherche une justification, une valorisation, c'est-à-dire une dépendance à l'égard d'une extériorité sans que, c'est le mot sans qui est important là, une dépendance, oui, n'oubliez pas que Lévinas cherche à fonder la liberté, donc une dépendance, donc dépendance, c'est le contraire de l'indépendance, de la liberté. Non, 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 non. Une dépendance, ligne 10 à la fin, une dépendance à l'égard d'une extériorité, la fameuse extériorité, sans que cette dépendance absorbe l'être dépendant par des filets invisibles. Paradoxe donc que je vous avais annoncé, paradoxe d'une indépendance dans la dépendance et grâce à cette dépendance. Dépendance et continue, donc vous avez la ligne 10, 11, 12, vous avez un résumé de sa thèse à Lévinas. Il continue, ligne 12 à la fin, dépendance par conséquent qui à la fois maintient l'indépendance et la dépendance. Maintient l'indépendance, une dépendance qui maintient l'indépendance, voilà, c'est un peu paradoxe. Telle est dépendance et indépendance associées, telle est, ligne 14, telle est la relation du face-à-face. Stop. Dépendant de l'autre et valorisé par lui. Fait exister, on peut dire par lui, créé par lui. Ligne 14 au milieu. Dans la recherche de la vérité, qui est une œuvre éminemment individuelle et qui toujours se ramenait, comme l'a fait Descartes, à la liberté de l'individu, une œuvre individuelle faite par la liberté de l'individu, là-dedans, l'athéisme s'affirmait comme athéisme. Voilà, bon point de ce côté-là. Mais, après le bon point, la rectification, après le bon point, la critique, mais son pouvoir critique, justement, le ramène en deçà, le ramène avant, en deçà de sa liberté. L'unité de la liberté spontanée est dangereuse. L'unité de la liberté spontanée œuvrant droit devant elle, faisant de la casse, et de la critique. Donc à la fois liberté et autocritique. Liberté indépendante, liberté qui se limite
les lignes 17, là, son pouvoir critique. Le pouvoir critique de cet athéisme, de ce précieux, de cet indispensable athéisme, son pouvoir critique le ramène en deçà, le conduit aussi plus loin, en deçà de la liberté, l'unité de la liberté spontanée œuvrant droit devant elle, oui, d'accord, et la critique de la liberté. Ou la liberté, je mets un stop là pour pas tout avaler en une fois. Lévinas affirme donc l'unité, l'association paradoxale, donc qui a l'air contradictoire. L'unité de la liberté spontanée œuvrant droit devant elle, ligne 13, 14, et unité de cette liberté-là avec la critique, ou la liberté, ligne 19, critique où la liberté est capable de se mettre en cause et ainsi de se présenter. C'est ça que j'appelle créature. Je ne me suis pas fait moi-même. Créer, faire exister. La merveille de la création, et il n'y a toujours pas de Dieu, n'est-ce pas? Mais évidemment, le mot y fait penser, vous y pensez si vous voulez, ce n'est pas indispensable. On peut faire de la bonne astronomie sans Dieu. La merveille de la création ainsi entendue, le moi proprement humain, créé, fait exister par la rencontre de ce cri qui dit de ne pas tuer. La merveille de la création ne consiste pas seulement à être création ex nihilo, vieille habitude en Occident, créée à partir de rien. Non, je ne pensais surtout pas à ça, mais bien, la création, selon Lévinas, ce n'est pas ex nihilo, à partir de rien, mais il s'agit d'aboutir, ligne 22 de le début, après nihilo, là, il s'agit d'aboutir à un être capable de recevoir une révélation, d'apprendre, d'être enseigné, d'apprendre qu'il est créé, un être capable de se mettre en question. Cette extraordinaire faculté de se mettre en question, donc de ne pas être coincé dans ses limites et dans sa petitesse et dans son arbitraire. Le miracle de la création consiste à créer un être moral, un être proprement humain, dans la mesure où il accueille autrui, page 38. Et cela suppose précisément l'athéisme, lignes 24 et 25. Cela suppose l'athéisme, mais à la fois, par-delà l'athéisme, évidemment, la honte pour l'arbitraire de la liberté qui constitue cet athéisme. Un athéisme doublé de honte et qui en donc appelle autre chose. J'arrête là la page 61 que je vous résume. Je vous résume, c'est ce que nous avons eu, page 56 à 61. Espèce de synthèse provisoire pour vous mettre à l'aise, relax. Suis-je vraiment libre? Suis-je vraiment moi? Un moi qui en vaut la peine? Question de base. Et Vilas répond, oui. Puisque tu te poses cette question, vous vous demandez si vous en valez la peine, et bien c'est là le début de la réponse. Oui, vous êtes libre parce que vous parvenez à faire votre autocritique. La liberté commence dans la honte d'être capable de tuer, c'est le point de départ prometteur de la liberté. Suis-je vraiment libre? Oui, dit Lévinas. Et la honte en est l'indice. Mais, autre question, d'où me vient-elle alors cette précieuse critique, cette hyper précieuse mise en question de ma liberté spontanée? Réponse de Lévinas. D'où vient-elle cette critique? Eh bien, elle t'est donnée à partir du regard de l'autre, à partir du regard qui te crie « Ne me tuez pas ». Cet autre te met donc en question, il se met en travers de ta violence spontanée, cet autre te met en question
Cet autre t'enseigne. Enseigner, c'est toujours solennellement apprendre une chose que je n'aurais pas pu trouver moi-même. Cet autre et son cri t'enseignent la plus précieuse des critiques, l'autocritique. Entre parenthèses, l'autocritique que les prophètes d'Israël ont pratiqué les premiers et que la philosophie a fini par faire sienne le beau tard que j'avais. L'autocritique à fond chez quelqu'un comme Kant et chez Lévinas, bien sûr. Cet autre te met toi en question et donc t'enseigne la plus précieuse des critiques, l'autocritique. Et si tu accueilles cet autre, tu pourrais le refuser. Surtout qu'accueillir veut dire donner. On a vu accueillir veut dire donner physiquement, économiquement, financièrement. On a vu ça plus haut. Si tu accueilles cet autre, tu pourrais le refuser. Mais si tu l'accueilles, tu fais un premier pas vers l'humain, tu t'éveilles à la conscience morale, tu te mets en route vers la justice. Justice, dont on vient de parler à la page 61. Déjà, le simple savoir, qui n'est pas encore la connaissance forte de Lévinas, mais le savoir critique est en route. Déjà, le simple savoir thématisant, objectivant, même le simple savoir garde, alors qu'il est perdu dans des objets, dans une thématisation de tout ce qui lui tombe sous la dent, même le simple savoir peut, s'il devient critique et autocritique, conduire à un fondement, au fondement de ce qui le précède, peut conduire à cet autre qui limite, qui ligature les pouvoirs spontanés, qui arrête l'arbitraire, qui causait ma honte. Ainsi pour la page 56 à 61. Tournons la page et arrivons à la page 62. Ce n'est pas indispensable, Luc, si c'est un trop gros travail, je n'ai besoin que de 3 petites lignes là. Ce sera vite lu. On peut se passer de la page 62 et alors passer à la page 64. Voilà, 62 est là. 62, tant mieux. On a 62, eh bien, profitons-en alors. Je vous propose de cette page 3 lignes, pas plus que 3 lignes, lignes 9 à 11. Nous voulons montrer, nous, Lévinas, nous voulons aussi montrer comment, en partant du savoir identifié avec l'humanisation, la vérité de ce savoir, condition qu'il devienne critique, bien sûr, la vérité de ce savoir ramène à la relation avec autrui, c'est-à-dire à la justice. Voilà. Merci Lévinas de confirmer le petit résumé que je vous ai proposé. Le simple savoir thématisant de la ligne 10, ce simple savoir qui est par excellence celui de notre science en Occident, ce savoir, nous avons vu qu'il devient généreux malgré lui, sans y faire attention. C'était en parlant de l'importance de nommer, une des fonctions fondamentales du langage, c'est de nommer les choses, de les partager entre nous, justement les partager. Lévinas nous ouvre l'horizon suivant, derrière ces mots. Quand vous étudiez les faits de la science et que vous aboutissez à des concepts généraux, eh bien, vous pratiquez la générosité. On avait vu la générosité scientifique, parce qu'elle est dedans. C'est celle-là qui justifie le passage des choses toujours particulières à des classements en termes généraux, en termes universels. Et donc, coup de chapeau au passage, pour Lévinas, tout scientifique est un homme généreux.
Tout son travail d'observation, c'est pour en communiquer le résultat autour de lui. C'est un généreux. Tout son travail, c'est pour informer autour de lui et rendre service à autrui. Quelqu'un qui a formidablement mis ça en valeur, c'est Madame Isabelle Stengers, la collaboratrice de notre Prigogine national. Le scientifique travaille pour la société, payé par la société et est à son service. Le scientifique, donc, élabore des formules, c'est son travail, mais des formules pour que chacun puisse en profiter. Il veille donc à ce que ces formules soient universelles, universellement applicables, même si, en passant, ils s'enlisent dans des concepts qui sont de triste universel, abstrait. Universel, tant mieux, abstrait, hélas. Voilà pour la page 61. Je vais demander à notre opérateur bénévole de passer à la page 64. Nous allons lire 64 et 65, si possible. Et là, nous attendons un tout autre. Pas besoin la 64? Si, 64. Si, 64. Non, je voulais dire 63. Pas besoin la 63? Non, non. 63, on passe. Okay. Mais 64 est capital. Oui. Voilà, 64. Oui, ok. Merci beaucoup, notre cher Luc. Bien, je dis que c'est capital. En fait, je commence au bas de la page, à l'alinéa indiqué B. Au 64? 64, tout en bas, alinéa B, l'expression et le principe. Ah oui. Les 10 premières lignes sont un résumé hyper concentré d'une affirmation que nous allons essayer de comprendre. Attention donc, je vous annonce une grosse difficulté, une grosse nouveauté, une précieuse découverte, mais qui demande qu'on la travaille pour y arriver. Sous-titre, je n'ai pas numéroté la page 64, je n'ai besoin que des 6 dernières lignes. Alinéa B, l'expression et le principe, c'est évidemment une devinette, il va falloir découvrir ce qu'il y a là derrière. Premier mot, l'ambivalence de l'apparition. On a évoqué cette ambivalence, et d'ailleurs, je dis d'abord jusqu'au bout cette première phase, l'ambivalence de l'apparition est surmontée par l'expression. Expression, c'est-à-dire présentation d'autrui à moi, événement originel de la signification. Nous sommes renvoyés en toutes lettres à la page 38 que nous avons amplement lue il y a 15 jours. Le mot central, là, c'est le mot expression. D'ailleurs, Lévinas le met avec majuscule. À la première ligne, l'expression. Et il faut bien comprendre de quoi il s'agit. C'est ça le problème. Il parle d'abord de l'ambivalence de toute apparition. Cette ambivalence, cette double valeur, c'est que une apparition, une manifestation, quelqu'un qui se montre, qui apparaît, un phénomène. Quelqu'un qui apparaît, un phénomène est ambivalent en ce que ce quelqu'un dit en se montrant, il dit c'est moi, je suis là. Rappelez-vous, je fais mon entrée, la porte s'ouvre, tout le monde applaudit. L'autre dit c'est moi, et il ajoute quelques instants plus tard, c'est la troisième question, le troisième cri du visage chez Lévinas, il dit je suis là, et quelques instants plus tard, il ajoute et ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ce que vous voyez, ce n'est pas moi, je suis ailleurs aussi, je suis étranger encore, je suis présent et lointain. Ambivalence de l'apparition. Ligne 1, l'ambivalence de l'apparition est surmontée par l'expression.
l'expression de, excusez, le mot employé par Lévinas est maladroit. Surmonté, on pourrait croire, et supprimé, résolu. Non, c'est l'inverse. L'ambivalence de l'apparition est confirmée par l'expression et couronnée. Cette ambivalence est couronnée, donc elle est merveilleuse par l'expression. L'expression qui est présentation d'autrui, à moi, présentation et absence, comme nous avons vu, comme vous avez rappelé, qui est l'événement originel de la signification. Rappelez-vous, le dos de la page 38 disait la signification profonde d'une parole, c'est la présence de l'extériorité. Alors, c'est un événement originel, deuxième ligne, événement originel de la signification. C'est le mot sens, évidemment, du sens fort, de la signification forte qui mérite d'être appelée sens. Donc, ambivalence qui reste dans l'expression, heureusement. L'expression, comme toute apparition, montre et cache. À la fois montre et ne montre pas. Parce que pour les Vinas, nous sommes toujours masqués. Comme l'a rappelé il y a quelques semaines, Madame Catherine Chalier sur antenne en cette période de confinement. Pour Lévinas, disait-elle, nous sommes tous masqués. Pour Lévinas, l'autre est toujours à chercher derrière son masque, à chercher, non pas au-delà, pas dit ailleurs, dans des arrière-mondes d'une autre métaphysique, non, mais à chercher, l'autre est à chercher au-dedans, avec, selon la bonne métaphysique de Lévinas, une métaphotographie par laquelle je cherche l'autre derrière son masque. Attention, je précise, l'autre derrière son visage. Le visage est une apparition et un masque. Accueillir l'autre, une fois, plusieurs fois, c'est un effort par conséquent. L'autre, vraiment dans ce qu'il a autre, pas dans ce que j'imagine de moi, à moi-même. Il s'agit de creuser le dedans de ce masque. Accueillir l'autre, c'est donc un effort. Un effort, je ne peux accueillir l'autre que dans le don, disait, je ne sais plus quelle page, je ne peux que le faire, cet accueil, qu'en donnant de manière économique, mais aussi, surtout, en donnant de l'importance et de l'intérêt. Je ne peux accueillir l'autre que par un effort sans fin. Car à mesure que je l'écoute, à mesure que je le démasque, ce même masque se recompose. Voilà l'ambivalence de l'expression, l'expression apparition. En effet, comment ce masque se recompose-t-il? Ce que je vois et sais de l'autre, une fois que cela entre dans mon savoir à moi, il se trouve annexé, assimilé à moi, assimilé à ma subjectivité. Je perds l'objectivité de l'autre. L'autre est intégré au même, dirait Lévinas. Je rate l'autre dans ce qu'il a d'autre. Accueillir l'autre, c'est un effort, car les aspects de l'autre que j'intègre à mon savoir ne me sont plus extérieurs. Pour ce qui fait la valeur de l'autre, c'est son extériorité. Masque toujours reformé, car ces aspects de l'autre, une fois intériorisés dans le même, ratent l'extériorité qui fait l'autre, extériorité qui se recompose.
derrière le masque, un moment enlevé. Nous sommes au bas de la page 64. Je relis, paragraphe B, l'expression et le principe, voilà, tout commence, la vie humaine commence là, quand je ne suis pas enfermé, bloqué devant le masque, mais quand je cherche dedans du masque. L'ambivalence, je lis, l'ambivalence de l'apparition confirmant l'expression présentation et absence d'autrui à moi, événement originel du sens de la signification forte. Comprendre, mais Lévinas veut dire, je lis donc à la troisième ligne, paragraphe B, comprendre fortement, comprendre en profondeur une signification, ce n'est pas seulement, il faut ajouter le mot seulement là, ce n'est pas seulement, parce que je peux comprendre une signification, n'est-ce pas, un mot en moins une chose, c'est pas chinois. Comprendre une signification, ce n'est pas seulement aller d'un terme de la relation à un autre et apercevoir au sein du donné des relations, non. Recevoir le donné, donc il vient de dire à la phrase précédente, comprendre fortement une signification, même chose, recevoir le donné, c'est ça, comprendre fortement une signification, un sens, c'est déjà le recevoir comme enseigné, comme expression d'autrui. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Le recevoir comme enseigné, comme expression d'autrui. Attention, expression d'autrui, on retrouve le mot expression qui avait une majuscule dans la première ligne du paragraphe B. Expression double d'autrui. D'abord, il se montre, il y a l'apparition de sa présence, son corps, corps de chair, corps de proclamation, Bachar en hébreu, on a vu ça. Autrui s'exprime, donc son corps le montre. C'est la première des choses à travers laquelle passe la relation, le corps de l'autre, le regard de l'autre. Et en plus, cette expression va nous renvoyer à beaucoup d'autres choses. À partir de lui, ce corps d'autrui va devenir signe de tas d'autres choses. On va essayer de comprendre ça. Troisième ligne avant la fin, recevoir le donné. En fait, tout le problème est déjà dans ce recevoir le donné. C'est donné, donc c'est reçu. Il fallait comprendre. Et Lévinas va dire ça de toute chose. Toute chose est donnée et donc reçue. Bon, je suis à la troisième ligne à partir du bas, page 64. Recevoir le donné, l'univers, le donné, c'est le mot le plus général pour dire les choses autour de moi. Recevoir le donné, c'est déjà le recevoir comme enseigné, déjà enseigné comme expression d'autrui. Point de suspension, incompréhension forcée, je dirais. On va essayer de comprendre. Ça va prendre quelques minutes. Recevoir, retenez l'expression qui résume le problème. Recevoir le donné, c'est déjà le recevoir comme enseigné, comme expression d'autrui. En plus du corps d'autrui qui le montre lui-même, il montre des choses. Comme le doigt montrait la lune l'autre jour. Non pas, début d'explication. Avant-dernière ligne, page 64. Non pas qu'il faille supposer mythiquement un Dieu qui se signale par son monde, univers, les choses. Donc, Lévinas prévient l'objection qui supprimerait son cher athéisme de là tantôt.
Non, non, je n'ai pas besoin de Dieu ici, il s'agit de moi et de ma liberté. Je relis. Non pas qu'il faille, oui, évidemment, je n'ai pas besoin de Dieu, mais si vous voulez le mettre, dites bravo, hein, il n'exclut pas. Non pas qu'il faille, qu'il soit obligatoire, c'est simplement autorisé. Non pas qu'il faille supposer mythiquement un Dieu qui se signale par son monde, par sa création. Point virgule, double point plutôt. Le monde. Nous passons à la page 65, Luc, si tu veux bien. Page 65, première ligne. Voilà, voilà. Bravo, bravo, le service rapide, ça va de mieux en mieux. Double point. Le monde. Vous ajoutez le petit le avant le premier mot et vous y êtes. Et Lévinas donne ici sa thèse, rappelle sa thèse. Hein, il vient de vous le donner. Je l'ai lu, je le relis encore une fois. Recevoir le donner, c'est le recevoir comme enseigné, comme expression d'autrui. Thèse, première formule. Thèse, deuxième formule, 65.1. Le monde devient notre thème. Notre thème, l'accent est mis sur ce notre. Il devient notre thème, notre affaire, notre champ d'action, et par là, notre objet. Si je veux, le réduire à des objets. Comme proposé à nous, il est proposé à nous, bien à nous, on n'a pas besoin d'eux pour ça. Mais, justement, en même temps, c'est se proposer à nous. Ligne 2, le monde, pour Lévinas, ligne 2, est proposé à nous. Il vient d'un enseignement originel, premier, basique, avant tout le reste. On retrouve le Lévinas toujours en quête de ce qu'il y a avant, de ce qui est originel. Eh bien, avant de transformer le monde en objet, avant de le thématiser, de le maîtriser, de l'argencer, de le servir, si possible, servir le jardin d'Éden, cela vient, deuxième ligne, cela vient d'un enseignement originel. Enseignement au sein duquel le travail scientifique lui-même s'installe et qu'il requiert. Par exemple, le scientifique, par exemple, confirme cet enseignement originel en étant obligé de mettre l'hypothèse avant l'observation, comme on a vu la semaine passée. La science fonctionne à partir d'une hypothèse qui commande, qui dit ce qu'on va essayer d'observer. C'est l'hypothèse qui enclenche la recherche scientifique. Rappelez-vous la boutade d'Einstein. Le problème, c'est d'imaginer une formule. Et donc, citation d'Einstein, la première qualité du scientifique, c'est l'imagination. Quand je n'ai pas d'hypothèse, je suis bloqué, je n'avance pas, je tourne en rond. Le point de départ et donc l'hypothèse, c'est ce que Lévinas appelle ici un enseignement originel. En science, il y a une hypothèse de départ. Problème ressassé, ligne 3. Le monde est offert, c'est fort, hein, tâchez de réaliser. Le monde est offert dans le langage d'autrui. Des propositions, des mots, des phrases. Le mot proposition est l'équivalent du mot phrase, est très proche du mot nomination. Ligne 4, le monde est offert dans le langage d'autrui, dans des nominations qui l'apportent. Je n'ai accès au monde qu'à travers le langage d'autrui qui me l'a nommé. On va creuser ça. Si bien que, et là, on résume tout le problème, toute la découverte à faire. Autrui, ligne 5. Autrui est principe du phénomène. Autrui est principe du phénomène. Gardez cette image devant les yeux. On va essayer de la comprendre. Ça sera difficile.
ligne 4-5 que nous venons de lire, le monde est offert dans le langage d'autrui. C'est ce langage d'autrui, j'y verrai un deuxième stade, le deuxième stade que je vous propose ici à partir d'un premier stade non mentionné mais tout à fait quotidien, pour ne pas dire banal. Ce premier stade de ce monde offert, c'est que chaque chose autour de nous fut produite, fut fabriquée par autrui. Cette table, ce bâtiment, ce papier devant moi, cet ordinateur devant nos yeux, tout cela, je le reçois de l'industrie des autres, de leurs travaux, premier stade, de leurs travaux, de leur sueur, n'oublions pas, de leur douleur, de leur horaire, de leurs efforts, gratitude auxquelles on songe rarement. Tout ce que j'ai autour de moi m'a été offert par les travaux d'autres personnes. C'est le premier stade. Donc, en effet, tout ce qui est autour de moi est offert. Il a fallu que quelqu'un le plante ou au moins le laisse pousser. Autrui est présent. Deux stades alors, auquel fait allusion c'est à la ligne 4 et 5, là, quand il dit le monde est offert dans le langage, ben oui, en effet. En même temps que les choses, la société, après maman, m'a enseigné, le mot enseigné, exprès, m'a enseigné le mode d'emploi, le bon usage de ces choses. En disant bon usage, je pense au fameux, au génial livre de notre compatriote Maurice Grévis, le bon usage de la langue française. Un petit Belge qui apprend aux Français comment ils doivent parler français. C'est profondément vexant et marrant pour nous. Vous vous rappelez la félicité, les compliments que Gide envoyait à Maurice Grévis. Il lui disait, j'ai votre livre, le bon usage, sur ma table en permanence. C'est un livre remarquable, mais surtout, Monsieur Grévis, ne dites à personne que vous êtes belge. Donc, en même temps que les choses me viennent, la société, après maman, m'a renseigné le mode d'emploi, le bon usage de ces choses, leur utilisation, et cette utilisation est résumée dans le nom qu'on m'a appris, qu'on m'a enseigné, pour parler comme des villages. Ligne 4 et 5, donc je ne fais que commenter ces lignes-là. Hein. Nommer me permet, on a vu ça il y a 15 jours, nommer me permet de m'approprier la chose, d'en devenir d'une certaine manière propriétaire. Elle n'est plus tout à fait lointaine, étrangère, indéfinie, comme l'article indéfini. Étranger peut être hostile aussi. Non. Comme maman et la société me l'ont enseigné, la chose me devient, grâce à l'illumination, me devient familière. La chose nommée se met à sa place. Ceci, c'est énorme. Ça. Étant nommé, une chose se met à sa place. C'est une des clés de toute la psychanalyse. Le complexe en psychanalyse étant nommé, c'est la première moitié de la cure psychanalytique, le complexe se range quelque part dans le vocabulaire et devient donc relatif au lieu d'être envahissant et paralysant. La seconde partie de la cure psychanalytique sera d'intégrer cette nomination, de prendre le temps de mettre la chose vraiment à sa place et à la bonne place qui est relative. Et ainsi, grâce à la nomination, la chose vaporeuse auparavant, une fois nommée, elle devient utile comme un outil, elle devient une occasion à saisir la chose, elle devient précieuse,
précieuse comme ce chiffon de papier nommé coupure de 50 €. Simplement nommé. À la page 46, nous avons vu que nommer les choses était vital pour m'adapter à mon environnement, vital pour tout simplement survivre. Exemple, ces jours-ci, il faut identifier, il faut nommer le virus Covid-19 pour pouvoir organiser les précautions d'usage. D'abord nommer, ensuite on organise et on survit. Et nous avons vu, page 49, que le langage était universel parce qu'il offre, c'est la citation, n'est-ce pas, une citation, le langage est universel parce qu'il offre des choses à autrui. Je chipote toujours les lignes 4 et 5 de la page 64 en essayant de comprendre. Grâce aux enseignements de maman et de la société, a lieu donc ce second stade d'un monde offert dans le langage cette fois. Deuxième stade. Lévinas fait un pas de plus et celui-là est tout à fait compliqué, tout à fait déroutant. Il généralise ce constat que nous venons de décrire. Un constat à la fois fait de fabrication, tout est fabriqué autour de moi, et fait de domination. La société, après maman, m'a appris à nommer les choses comme il faut. Lévinas généralise ça en bon aristotélicien, les spécialistes comprennent. Et ce troisième stade concerne en effet le monde entier et tout phénomène à la ligne 5. Pas un phénomène n'y échappe, allez comprendre. Je redis la ligne suivante pour rappeler le problème. Le monde devient notre thème et par là notre objet, donc nous sommes bien chez nous, nous sommes maîtres là, mais d'abord proposé à nous. Ligne 2, il vient d'un enseignement originel au sein duquel le travail scientifique lui-même s'installe et qui requiert. Le monde, premier mot de la page. Ligne 4, le monde est offert dans le langage d'autrui, dans les propositions qu'il apporte, les propositions, les nominations qu'il apporte. Bref, autrui est principe du phénomène, de tout phénomène. Je saute à la ligne 15, qui va encore compliquer les choses, mais peut-être aussi les dénouer. Ligne 15, cette relation, il fait allusion à ma relation avec l'interlocuteur qui m'enseigne par le langage, le bon usage des mots. Cette relation avec l'interlocuteur, ligne 15 à la fin. Cette relation à l'interlocuteur, nommée à la ligne 10 et à la ligne 7, cette relation avec l'interlocuteur, déjà nécessaire pour qu'une donnée apparaisse, qu'apparaisse comme signe signalant un parlant, quel que soit le signifié de ce signe, et fut-il à jamais indéchiffrable. Donc, même si je ne comprends pas ce que l'autre dit, l'autre est là, et ça va être le principal, bien entendu, mais patience. Et la chose va devenir signe, et signe et chose vont devenir, pour ainsi dire, équivalents, à les comprendre. Ligne 16, 17, 18, ligne 18, c'est carrément une devinette là, je vous lis, il faut que le donné fonctionne comme signe pour qu'il soit seulement donné. Allez comprendre. Je paraphrase, j'ajoute une devinette à celle-là, comme ça nous aurons une parfaite charade. Allez deviner quoi? J'ajoute la même chose, autrement dit, à peine. Il faut que le donné soit un signe pour qu'il soit donné. Pour vous rien fixer vos idées, je mets au tableau, au tableau virtuel,
vu les circonstances désastreuses que sont les nôtres. Je mets au tableau 4 mots équivalents. Enfin, je mets un trait d'égalité entre eux, mais évidemment, ils ne sont pas équivalents. Le mot égalité, le signe d'égalité est une contradiction dans les termes. On l'a vu ailleurs. Je mets au tableau chose. J'écris le mot chose. Égal. Donner. Le donner, ou la chose donnée. Chose égale donner. Trait d'égalité après donner. Fait. Un fait. La science s'occupe des faits, des thèmes, d'objets. Chose égale donner, égale fait, égale signe. C'est ce que nous venons de dire. La chose est égale au donné. Le donné, c'est ce qu'on appelle le donné de la conscience. Tout ce qui entre dans la conscience, tout ce qui est observation et expérimentation. La chose est une chose donnée, c'est un fait. La science s'occupe des faits, des thèmes, des objets. Et chaque chose est en même temps un signe, nous venons de lire. 4e mot de cette enfilade, chose égale donnée, égale fait, égale signe. Et puis nous allons voir que ce signe est enseigné depuis le bas de la page 34, que ce signe est reçu évidemment, que ce signe est l'expression de quelqu'un. Ayant ce tableau bien devant vous, ceux qui ont un bic et un papier ont pu le noter devant eux, ça va leur permettre d'accrocher la suite. D'accrocher la suite à cette boutade, pour ainsi dire, de la ligne 5, autrui et principe du phénomène de tout phénomène. Il faudrait comprendre cette formule comme nous conduisant à un 3e stade. Mais ce 3e stade, c'est le problème des problèmes. Je reviens en arrière au 2e stade pour essayer de le conduire vers le 3e. Un petit scénario pour vous distraire, c'est le moment d'aller dormir pour Totoche qui a 3 ans. Il monte dans sa chambre avec maman et avant qu'on allume la lumière, et même si la lumière est allumée, il voit en dessous de la tenture un rayon de lumière, un zigzag de lumière. Ah, ça l'intrigue, il s'accroupit. À cet âge-là, on s'accroupit en rigolant, hein. C'est automatique chez eux. Il s'accroupit et il regarde le zigzag de lumière. Alors, sa maman profite de l'occasion pour lui faire une leçon de choses, pour l'enseigner. Elle dit, elle recule la tenture et lui dit, mais voilà, ce rayon de lumière, ça vient de Madame la Lune. Voilà, tu vois, Madame la Lune, c'est la Lune pleine, évidemment, pour mon histoire. Et c'est une Madame la Lune. Regarde sa figure, il y a 2 yeux et un nez, bien sûr, et surtout une bouche qui te sourit et elle te fait bonjour et elle te souhaite une bonne nuit, Madame la Lune. Je peux d'ailleurs la remercier. Je peux dire merci, Madame la Lune, et lui envoyer un bisou à travers l'espace. Merci, Madame la Lune, de veiller sur mon sommeil. Je vais bien dormir sous votre protection, Madame la Lune. Bon. Avant ce scénario, la veille, que s'est-il passé? Ben, je suis pris de court, je ne peux rien vous dire. La veille, mais je ne sais pas ce qu'il y avait. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait rien, mais presque rien. Enfin, on n'avait rien remarqué. La veille aussi, je voyais des tas de choses et des rayons de lumière, bien sûr, tout ça était là. Oui, mais tout cela était vaporeux, qu'est-ce qu'il faut dire? Était confus, indifférencié, mélangé. Ce n'est que peu à peu que les choses sont sorties du brouillard environnant qu'était le monde. Une à une, je me suis mis, là je me suis arrêté, en écrivant cette phrase, j'ai arrêté. Je me suis mis, non, c'est pas moi. Une à une, j'ai reçu
le privilège de les découvrir et de les percevoir vraiment, c'est maman, évidemment, qui me les a montrés, qui m'a montré la chose avec son nom. Et alors, grâce à elle, mon entourage s'est peuplé d'êtres, de choses distinctes. Ceci, m'a-t-on appris au cours de ces mois-là, ceci, c'est ton papa. Dis papa. Ceci, choses sont peu à peu apparues pour elles-mêmes, apparues en prenant la forme de ce qui apparaît en devenant des phénomènes. Ligne 5, autrui et principe du phénomène. Mais remonter avant tout cela, je ne vois que du brouillard. En fait, parlant ainsi du troisième stade, essayant de vous conduire, j'ai conscience de ne pas du tout avoir atteint ce troisième stade, qui est le principal, qui est la thèse de Lévinas. Je viens de vous faire l'historique de notre réveil au phénomène, alors que Lévinas évite ce genre de facilité, qu'il appelle par exemple le psychologisme, toute une histoire. Lévinas ne remonte pas aux événements historiques qui m'ont amené où je suis. Lévinas veut affirmer, il s'agit de comprendre, Lévinas veut affirmer l'origine actuelle de cet éveil, de cette distinction. Il veut affirmer l'origine présente et non pas historique de la réception des phénomènes. C'est maintenant, et non pas avant, que je découvre les phénomènes comme données. C'est maintenant qu'autrui me fait signe et ainsi me fait voir. En même temps, se fait voir, bien sûr. J'essaie de comprendre, voici mon hypothèse. Oh là là, mais je vois qu'il va être temps. Je vous garde ça pour la semaine prochaine. Je vous laisse donc sur une devinette. Ligne 5, autrui est au principe du phénomène, de tout phénomène. Comment est-ce possible? Comment passer d'un monde fabriqué par d'autres, d'un monde nommé par d'autres, à un monde dont le principe lui-même, originel à la base, s'appelle autrui, point d'interrogation. Bonne rumination d'ici là et merci pour votre attention. Merci à notre opérateur bénévole, notre ami Luc, et merci à ma secrétaire personnelle, Anita Florizone. Merci à tous deux. Bye bye. Eh bien, Bye bye. Au revoir et merci. Au revoir. un grand merci à tous. Au revoir. Et voilà, et donc je voudrais tout simplement vous rappeler que pour continuer à faire des zooms comment dirais-je, très régulièrement et pour toutes sortes de cours, mais voilà, nous avons besoin d'une petite donation de votre part, étant donné qu'on ne peut pas faire payer les zooms au fur et à mesure, que c'est un peu compliqué. Et voilà, si vous pouvez donc nous envoyer un petit quelque chose sur notre compte en banque. Un grand merci à tous. Merci Luc. Merci Luc. Merci. Merci Luc. Ciao. De rien. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir Ludovic. Au revoir. Merci, au revoir, monsieur Baumann. Je vous rappelle aussi que vous avez l'occasion de revoir les sessions avec Ludovic donc sur notre chaîne YouTube. Voilà, et quand vous allez sur YouTube et que vous regardez un épisode, voilà, si vous pouvez pousser sur le pouce levé pour dire like, éventuellement vous abonner à notre chaîne. Un grand merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir Ludovic, à la semaine Au revoir. prochaine. Au revoir. Salut Luc. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.